Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur Werner Forssmann. Alors ce nom ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais c'est un vrai pionnier de la cardiologie moderne. Il a eu le prix Nobel en 1956 pour une expérience assez incroyable qu'il a faite sur lui-même. Oui, tout à fait. Et pour explorer un peu sa vie, son œuvre, on a une source vraiment intéressante, un article écrit par sa propre fille, Renate Forssmann-Falk, qui est médecin elle aussi. Ça nous donne une perspective unique, à la fois historique et puis plus intime. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de plonger dans la vie de cet homme, qui est quand même assez complexe, comprendre son auto-expérimentation, bien sûr, elle est spectaculaire, mais aussi voir le contexte politique, personnel qu'il a un peu façonné, ses difficultés et même ses réflexions éthiques vers la fin de sa vie, parfois surprenantes. C'est vraiment l'histoire humaine derrière une révolution médicale. Et préparez-vous, il y a des moments assez stupéfiants. On peut commencer par sa jeunesse, peut-être. Il est né à Berlin en 1904, milieu plutôt bourgeois. Son père était avocat, mais il meurt pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui, très jeune donc. Oui, du coup il est élevé par sa mère et sa grand-mère, des figures importantes pour lui. Et il a aussi un oncle médecin qui devient un peu son mentor. Et sa formation, elle est intéressante aussi. Il va dans un lycée humaniste réputé, l'Ascani Sheikh Gymnasium. On parle de valeurs gréco-romaines, liberté de pensée. Exactement, une éducation très axée sur la pensée critique, le renforcement du caractère. Il se passionne d'ailleurs pour l'histoire, la philo, la nature. Mais il y a aussi l'autre côté, l'éducation prussienne. C'est-à-dire ? Le sens du devoir, l'honnêteté, le respect de la loi, l'intérêt commun qui passe avant tout. Le devoir, c'est vraiment la valeur suprême pour lui. Et sa fille, justement, elle note déjà un conflit, là, non ? Entre ces standards éthiques très élevés et puis une personnalité plus passionnée, un peu rebelle, qui n'aime pas trop les conventions. Oui, elle le souligne. Apparemment que c'était une source d'angoisse pour lui, ce tiraillement. Comment concilier ces deux aspects ? Elle suggère même que ça a pu jouer plus tard, lui donnant l'impression d'être un peu décalé par rapport à son époque. D'accord, bon. Il commence ses études de médecine en 1922, à Berlin. Et ce qui est notable, c'est qu'il s'intéresse plus à la fonction, à la physiologie qu'à l'anatomie pure. Il veut comprendre comment ça marche en fait. Tout à fait, il veut comprendre le fonctionnement et il ne reste pas que dans les livres. Son oncle médecin le forme sur le terrain, il acquiert une solide expérience clinique, il devient, d'après sa fille, un excellent clinicien, très soucieux de ses patients. Au point de prendre des risques plus tard apparemment. Oui, on rapporte qu'il n'hésitera pas à soigner tout le monde sans regarder l'origine, même quand ça pouvait lui attirer des ennuis. C'était son devoir de médecin, quoi. Et il a aussi cette conviction que les médecins doivent écrire, partager ce qu'ils savent. Oui, une idée forte chez lui. Bon, et puis il y a cette autre idée, beaucoup plus folle, qui va tout changer. On y arrive. L'auto-expérimentation de 1929. Il est tout jeune résident en chirurgie, c'est ça ? Pas en médecine interne d'ailleurs. Non, faute de place, il est en chirurgie dans un hôpital près de Berlin. Et il est fasciné par des travaux anciens, des physiologistes français du 19e, comme Claude Bernard, Chauveau, Marais, qui avaient déjà inséré des cathéters dans le cœur, mais sur des animaux. Et lui, il regarde les méthodes de son époque pour le cœur, la percussion, l'auscultation, même la radio, le CG, et il se dit, c'est pas assez précis. Voilà, il trouve ça insuffisant. D'où l'idée, complètement dingue pour l'époque, et si on allait voir dans le cœur humain, avec un tube fin, un cathéter, pour poser un diagnostic, mais aussi peut-être pour injecter des médicaments directement. Il en parle à son chef, Richard Schneider. Oui. Et Schneider, il comprend le potentiel, mais il sent venir les ennuis, la résistance du milieu médical académique. Donc il lui dit, prudence, faites d'abord des essais sur l'animal. Mais Forssmann, lui, il est décrit comme têtu et intense. Il est absolument convaincu que c'est sans danger, alors il décide de ne pas écouter son chef et de le faire, sur lui-même. Et c'est là que ça devient rocambolesque. Schneider lui interdit formellement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé de ruser. Il embobine une infirmière, Garda Ditzen, pour avoir le matériel stérile. Sauf qu'elle, elle commence à avoir des doutes, elle se méfie. Et elle finit par dire « D'accord, mais c'est sur moi que vous le faites. » Incroyable. Et lui ? Alors là, c'est le coup de théâtre. Il l'installe sur la table d'opération, il l'attache, oui, il l'attache. Il fait mine de commencer l'anesthésie locale sur son bras à elle. Et pendant qu'elle a le dos tourné ou qu'elle regarde ailleurs, hop,
il se fait l'incision à lui-même dans sa propre veine du pli du coude gauche. Une vénésectomie. Sur lui-même, pendant que l'infirmière croit être le sujet. Exactement. Ensuite, il prend un cathéter urétéral, pas pour l'urine, mais parce que c'était fin et souple, environ 1,3 mm de diamètre, et il commence à l'introduire dans sa veine. Il le pousse, sur 65 cm. Il sent quelque chose? Une sensation de chaleur, il tousse un peu, il estime qu'il est arrivé dans son oreillette droite. Et l'infirmière dite zen, elle réalise à ce moment-là. Oui, elle comprend ce qui se passe, elle est furieuse, mais c'est trop tard. Et le plus fou, c'est la suite. Ah, parce que ce n'est pas fini. Non. Avec le cathéter toujours en place dans sa veine jusque dans son cœur, il se lève de la table et il descend à pied comme ça jusqu'au service de radiologie qui est à l'étage en dessous, Mais c'est complètement fou. avec un tube dans le cœur. Oui, Arrivé là-bas, il demande à une autre infirmière de tenir un miroir devant l'écran de scopie, l'appareil de radio en direct, pour qu'il puisse voir où est le bout du cathéter et le guider. Et c'est lui-même qui prend les clichés radio pour prouver que le cathéter est bien dans le cœur. et personne n'essaie de l'arrêter. Si, un collègue, Peter Romeis, qui avait été impliqué dans une tentative avortée quelques jours avant, essaye de l'en empêcher de retirer le cathéter. Mais Forsman refuse. L'acte est fait, la preuve est là. J'imagine le branle-bas de combat à l'hôpital. Moins d'une heure après, tout le monde est au courant. Schneider, son chef, le convoque. Grosse réprimande pour la désobéissance, évidemment. Mais Schneider est aussi un scientifique. Il comprend la portée de l'exploit. Alors il décide de l'aider à publier. Quelle stratégie ils adoptent pour la publication vu le contexte? Sur les conseils de Schneider pour essayer de calmer le jeu, ils insistent dans l'article qui paraît en novembre 1929 dans une revue médicale allemande sur l'aspect thérapeutique. Ils racontent une tentative d'injection de médicaments via le cathéter chez une patiente qui était en train de mourir d'un choc septique. L'idée, c'était de montrer une application pratique, potentiellement salvatrice, pour faire passer la pilule du diagnostic jugé trop dangereux. Et ça marche? La controverse est évitée? Pas vraiment. La couverture médiatique à Berlin est énorme. Il y a même des accusations de plagiat par un certain Ernst Unger, mais elles sont vite démontées par l'éditeur de la revue. La controverse est bien là. Et l'impact scientifique alors? Au-delà du bruit médiatique, est-ce que ça a été repris tout de suite? L'impact potentiel est gigantesque. Sa technique, c'est la clé pour mesurer enfin le débit cardiaque directement chez l'humain, en utilisant le principe de Fick. C'est un calcul basé sur la consommation d'oxygène. Avant lui, c'était soit sur l'animal, soit par des méthodes très risquées, comme la ponction directe du cœur. Donc on pourrait s'attendre à un engouement immédiat. Il y a eu un intérêt, oui, mais assez bref et limité géographiquement. Un médecin à Prague, Klein, l'utilise sur une trentaine de patients. Il y a quelques publications en Allemagne, en Espagne, à Cuba, en Argentine aussi. Forsman lui-même, il ne s'arrête pas là. Il s'auto-cathétérise en prame 9 fois. 9 fois? Mais pourquoi? Pour essayer de faire une angiographie cardiaque, c'est-à-dire injecter un produit de contraste pour visualiser les cavités du cœur à la radio. Mais les images ne sont pas bonnes avec les produits et le matériel de l'époque. D'autres y arriveront mieux plus tard. Mais alors, pourquoi cet intérêt retombe si vite si le potentiel était si grand? Il y a un facteur déterminant, la publication en 1932 d'un livre par un chercheur américain très influent, Grolman. Lui, il avait mis au point une autre méthode non invasive pour mesurer le débit cardiaque. Et dans son livre, il descend complètement la technique de Forsman. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il la qualifie de simple curiosité clinique. Il dit que c'est trop traumatisant, trop dangereux, risque de caillot, de thrombose, et que le stress provoqué chez le patient fausse complètement les mesures physiologiques. Bref, pour lui, ça ne vaut rien sur le plan scientifique fiable. Et cette critique a un gros impact. Énorme. Surtout aux États-Unis, où Grolman fait autorité. Son avis a pratiquement gelé toute recherche ou application clinique du cathétérisme cardiaque là-bas pendant presque 10 ans. C'est terrible quand on y pense. 10 ans de perdu, quasiment? Oui, il faudra attendre les années 40 et les travaux très méthodiques, très rigoureux de 2 médecins à New York, André Cournant, un Français émigré, et Dickinson Richards. Ce sont eux qui vont reprendre la technique de Forsman, démontrer pas à pas qu'elle est sûre si on la fait correctement, qu'elle est utile pour comprendre plein de maladies cardiaques et pulmonaires, et qui vont finir par l'imposer comme un outil indispensable. Et ce sont eux qui partageront le prix Nobel avec Forsman en 1956. Exactement. Eux, ils ont fait le travail de validation et de développement clinique que Forsman n'a pas pu ou su faire. Parce qu'en Allemagne, sa carrière académique, elle ne décolle pas du tout après son exploit. C'est même le contraire. C'est un véritable chemin de croix académique.
Une série d'échecs, de portes claquées. Son premier chef, Schneider, essaye de le soutenir. Un grand physiologiste, Wilhelm His, trouve l'idée du cathéter intéressante pour les chirurgiens, mais il rejette complètement son autre idée, faire un électrocardiogramme depuis l'intérieur du cœur. Ça a retardé cette technique de 40 ans. Et puis il y a l'épisode avec le grand chirurgien Ferdinand Sauerbruch à l'hôpital de la Charité à Berlin, le pape de la chirurgie allemande de l'époque. Oui, Sauerbruch l'engage en octobre 1929, juste avant la publication. Mais dès que l'article sort et que ça fait du bruit dans les journaux, il le convoque et le vire sans ménagement. La phrase est restée célèbre, vous pouvez faire des conférences dans un cirque, mais jamais dans une université allemande respectable. Dur, très dur. Il trouve quand même un autre poste ? Oui, brièvement, dans un autre hôpital berlinois, Neukölln. Il continue d'ailleurs ses expériences là-bas sur des animaux et sur lui-même avec ses tentatives d'angiographie. Mais les réactions restent très mitigées. Et là, il fait ce que sa fille appelle l'erreur impardonnable. C'est-à-dire ? Il critique ouvertement les recherches de son nouveau chef, Klemperer. Celui-ci utilisait un produit de contraste radioactif, le Thoratras, dont on ignorait encore à l'époque la toxicité à long terme. Mais critiquer son supérieur direct en Allemagne à cette époque, c'était signer son arrêt de mort académique. Et donc, nouveau renvoi. Nouveau renvoi. Et l'ironie, c'est que Sauerbruch, celui qu'il avait viré du cirque, le réengage en 1931. Il lui fait miroiter des possibilités de recherche. Mais en réalité, c'est un peu un piège. Il le surcharge de tâches d'internes de base, l'empêchant de consacrer du temps à ses travaux. Et en 1932, il le licencie une nouvelle fois pour manque de productivité scientifique. C'est la fin de ses espoirs en cardiologie alors. Oui, là il comprend que la porte de la médecine interne ou de la cardiologie universitaire lui est fermée. Il décide de se réorienter complètement vers la chirurgie générale et surtout vers l'urologie. Tout ce parcours chaotique, ça se passe dans les années 20 et début 30, une période très troublée en Allemagne avec la montée du nazisme. Comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ça ? C'est un point délicat que sa fille aborde aussi dans son article. Forssmann adhère au parti nazi, le NSDAP, en 1932. Ah oui, dès 1932. Oui, selon sa fille, il pourrait y avoir plusieurs raisons. Peut-être la recherche d'une figure paternelle forte, lui qui avait perdu son père. Peut-être l'espoir, comme beaucoup d'Allemands à l'époque, d'un retour à l'ordre, à la stabilité économique. Et sans doute aussi des ambitions de carrière, l'espoir que ça l'aide enfin à trouver une place stable. Mais sa fille précise aussi que cette adhésion, ça a été une source de culpabilité pour lui plus tard. C'est ce qu'elle rapporte, oui. Une décision qu'il aurait regrettée amèrement. Et en même temps, si on regarde ses actions en tant que médecin pendant cette période, le tableau est plus nuancé, toujours selon sa fille. Par exemple ? En 1937, il travaille à l'hôpital Moabit à Berlin. Il aurait reçu une proposition de Karl Gebhardt, qui était le médecin personnel de Himmler et qui sera condamné après la guerre à Nuremberg pour ses expérimentations humaines. Gebhardt lui aurait proposé des sujets pour ses recherches. Forssmann aurait refusé net. D'accord. Et autre chose ? En 1938, alors que les ordres devenaient de plus en plus stricts pour ne pas soigner les juifs, sauf urgence vitale, Forssmann aurait continué à traiter tous les patients qui venaient le voir, y compris des patients juifs. Ça lui aurait d'ailleurs valu des tensions avec son supérieur de l'époque, qui était un officier SS. Donc une sorte de résistance passive ou au moins une fidélité à son éthique médicale. C'est l'image qui ressort des écrits de sa fille. Ensuite, en 1939, il s'engage dans la Wehrmacht, l'armée allemande. Pourquoi ? Sa fille suggère que ça pouvait être une forme d'émigration intérieure, une façon d'échapper un peu à la pression du parti ou des SS en étant sous l'uniforme militaire. Bon, cette protection était sans doute assez illusoire, mais c'est une interprétation possible. Il sert comme médecin militaire pendant toute la guerre. Et l'après-guerre est difficile pour lui. Très difficile, il est fait prisonnier de guerre. Quand il rentre en 1945, sa fille le décrit comme brisé et sévèrement déprimé. Et puis, il y a les conséquences de son adhésion au parti nazi. Il est interdit d'exercer la médecine. C'est sa femme qui subvient aux besoins de la famille. Oui, Elsbeth. Elle était médecin généraliste et elle est devenue l'une des toutes premières femmes urologues en Allemagne. C'est elle qui fait vivre toute la famille pendant cette période. Lui, il est finalement dénazifié en 1948. Qu'est-ce que ça veut dire dénazifié ? Il est classé dans une catégorie appelée Mitläufer ohne Sühmaßnahmen, ce qui signifie en gros « suiveur sans sanction ». On estime qu'il n'a pas été un nazi actif ou criminel, mais qu'il a suivi le mouvement. Ça lui permet de retrouver le droit d'exercer. Mais les difficultés ne sont pas finies. Ah ! Il postule pour un poste de chirurgien, mais on le lui refuse parce qu'il est prussien.
le régionalisme d'après-guerre. Finalement, en 1950, il trouve un poste de chef d'un petit service d'urologie dans une petite ville, Bad Kreuznach. Et c'est là, dans ce relatif anonymat d'urologue de province, qu'arrive le coup de tonnerre de 1956. Exactement. Octobre 1956, l'annonce tombe. Prix Nobel de médecine, partagé avec les Américains André Kournan et Dickinson Richards pour les travaux sur le cathétérisme cardiaque initiés par son auto-expérimentation de 1929. Imaginez le choc, la célébrité mondiale qui débarque soudainement. Il va à Stockholm recevoir le prix. Oui, et il emmène tout le monde, sa femme et leurs 6 enfants. Sa fille raconte très bien cette période dans son article. L'effervescence, la pression médiatique, devoir s'adapter à ce nouveau statut. C'est à cette occasion qu'il rencontre Kournan et Richards et il se lie d'amitié avec Kournan. Par contre, la cérémonie est un peu assombrie par l'actualité. L'invasion soviétique en Hongrie a lieu au même moment. Comment vit-il cette célébrité soudaine ? Il a une formule assez parlante. Il dit que c'est comme si un curé de campagne devenait pape du jour au lendemain. Il dira aussi que le Nobel est devenu sa seconde profession, avec toutes les sollicitations que ça implique. Et est-ce que ça lui ouvre enfin des portes professionnellement ? Oui, enfin. En 1958, 2 ans après le Nobel, on lui propose la direction du service de chirurgie de l'Evangelische Krankenhaus à Düsseldorf. C'est un grand hôpital. Il y exercera comme chirurgien généraliste et traumatologue jusqu'à sa retraite en 1969. Donc une fin de carrière plus apaisée, reconnue. Reconnu, oui. Mais il ne revient pas à la cardiologie. Il reste chirurgien et urologue. D'ailleurs, il avait refusé un poste universitaire à Cologne en 1951, avant le Nobel. Officiellement pour des raisons financières, mais sa fille pense qu'il craignait aussi un nouvel échec dans ce milieu académique qu'il avait tant rejeté. Et vers la fin de sa carrière, et même après, il commence à prendre position publiquement sur des sujets éthiques assez sensibles. Oui, à partir de 1965 environ. Il s'exprime sur la peine de mort, sur l'euthanasie et sur les débuts de la transplantation d'organes. Ses opinions sont très marquées par son expérience de la guerre, son pacifisme, le souvenir du nazisme, et aussi par une lecture très littérale du commandement « Tu ne tueras point ». Alors, sur la peine de mort. Totalement contre. Pour des raisons morales, bien sûr, mais aussi à cause du risque d'erreur judiciaire irréversible. Il craignait aussi que ça puisse être une pente glissante, rappelant les dérives du régime nazi. Et l'euthanasie. Le débat était vif à l'époque, avec les progrès de la réanimation, les premières greffes. Oui, le débat est relancé, notamment par des cas médiatisés, et la première greffe cardiaque de Christian Barnard en 1967. La position initiale de Forssmann est très très dure. Pour lui, tuer par pitié, même à la demande du patient, c'est un meurtre. Le devoir absolu du médecin, c'est de guérir et de préserver la vie. Mais sa pensée évolue un peu là-dessus, hein. Un petit peu. Il finit par faire une distinction. D'un côté, l'euthanasie active, où l'on provoque directement la mort, ça reste inacceptable pour lui. De l'autre, ce qu'il appelle l'euthanasie passive ou la Sterbehilfe en allemand, qui serait plutôt une aide à mourir. Soulager la souffrance, accompagner le patient, mais sans geste actif pour hâter la mort. Une sorte de limitation des soins acharnés, peut-être. Oui, et il va même jusqu'à proposer de développer une thanatologie physiologique, c'est-à-dire une étude scientifique des étapes de la mort, pour mieux savoir quand l'intervention médicale atteint ses limites. Mais, point important pour lui, la décision éthique, à la fin, elle appartient uniquement au médecin traitant, pas à la famille, pas à la société. D'accord. Mais alors, c'est sa réaction aux transplantations d'organes qui semble la plus paradoxale, non ? Venant de l'homme qui a fait cette auto-expérimentation si audacieuse. Oui, là c'est vraiment frappant. Il reconnaît qu'il faut de la recherche, un cadre éthique clair, mais après la première greffe de cœur par Barnard en 1967, il dénonce ça avec une vigueur incroyable. Il qualifie l'opération de monstrueuse. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui le choque à ce point ? Lui, le pionnier ? Il a plusieurs craintes très fortes. D'abord, il a peur que le besoin d'organes pousse à élargir la définition de la mort, ou même à rétablir la peine de mort juste pour avoir des donneurs. Il craint aussi que la course à l'exploit, la compétition entre chirurgiens, ne corrompe la profession médicale. Et surtout, il y a un argument quasi philosophique pour lui. La transplantation introduit un tiers, le donneur, mort dans la relation sacrée entre le médecin et son patient. Ça, pour lui, ça viole quelque chose d'essentiel. C'est étonnant, cette rigidité, venant de celui qui a transgressé toutes les règles en 1929. Sa fille, elle en dit quoi de cette attitude ? Elle porte un regard assez critique, en fait.
Elle écrit que c'est peut-être la réaction d'un homme devenu amer, déçu par ses propres difficultés passées, qui se sent dépassé. Elle pense qu'il a raté une occasion là. Au lieu d'accompagner ce nouveau progrès médical de manière constructive en apportant son expérience et sa réflexion éthique, il s'est braqué dans une critique assez stérile. Elle dit qu'il se demandait ce qu'il était advenu du monde qu'il connaissait. Une sorte de déconnexion avec l'évolution de la médecine qu'il avait lui-même lancée finalement. C'est un peu ça, oui. Le pionnier audacieux qui devient conservateur face aux nouvelles audaces. Werner Forssmann prend sa retraite en 1969. Il retourne vivre dans son village en Forêt-Noire et il meurt en 1979, d'une crise cardiaque. Ironie du sort. Oui, d'un infarctus du myocarde. Sa femme Elsbeth décède bien plus tard en 1993. Quel héritage il laisse au final? Justement, quel héritage Grondbalt? Il est double, je dirais. Il y a l'héritage scientifique immense, même s'il n'a pas développé la technique lui-même, il est considéré comme le parrain, le père spirituel de toute la cardiologie interventionnelle moderne. Sans son geste fou de 1929, qui sait quand on y serait arrivé? Et l'autre héritage? C'est un héritage plus familial, humain. Il a transmis à ses 6 enfants, semble-t-il, une vraie passion pour l'apprentissage, le savoir, mais aussi l'humanité, la justice. D'ailleurs, 2 de ses fils sont devenus des chercheurs assez renommés, Wolf Georg dans le domaine des hormones peptidiques et Bern qui a été l'un des développeurs clés du lithotripteur, cet appareil qui casse les calculs rénaux sans chirurgie. Ah oui, quand même. Et il y a aussi un symbole fort, l'hôpital des Berswald, là où tout a commencé. Oui, il a été renommé Werner Forssmann Krankenhausen. Et apparemment, la salle d'opération et la salle de radiologie, où il a fait son auto-expérimentation, existent toujours conservées comme un témoignage. C'est incroyable comme parcours. De cette auto-expérimentation qui défie absolument tout, à la gloire tardive du Nobel, en passant par les années sombres de l'Allemagne, les échecs professionnels répétés, et puis ces prises de position éthiques si tranchées à la fin, un homme pétri de contradictions. Oui, et c'est ça qui est fascinant chez lui, cette tension permanente. Son acte le plus célèbre, celui qui a fondé sa renommée et révolutionné la médecine, c'est un acte de désobéissance pure et simple, contre les ordres, contre les conventions, et pourtant des décennies plus tard, face aux nouvelles avancées qui bousculent l'ordre établi, il se réfugie dans une application extrêmement rigide de la règle morale du devoir. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour finir, non ? Est-ce que cette rébellion initiale, cette transgression fondamentale contre l'autorité médicale de son temps, a pu, d'une manière ou d'une autre, le conduire à surcompenser plus tard? Est-ce que son propre défi à l'ordre établi a semé en lui une méfiance si profonde envers l'innovation qu'il s'est ensuite accroché de toutes ses forces aux règles morales face au dilemme que posait la médecine future? C'est une excellente question. Peut-être que transgresser une fois de manière aussi spectaculaire rend plus difficile d'accepter les transgressions des autres ou les nouvelles frontières qui semblent toujours repousser les limites. C'est une piste de réflexion sur la psychologie complexe de ce pionnier vraiment hors norme. Une histoire passionnante en tout cas. Merci de l'avoir explorée avec nous aujourd'hui.